C'était un vendredi soir en septembre quand papa nous a emmenés, Lily et moi, chez Chuck E. Cheese. L'endroit était complètement fou avec des enfants qui criaient partout, ces machines de jeu qui faisaient un vacarme, et cette mascotte de souris géante flippante qui se dandinait, prenant des photos avec les familles. Papa nous a dit de trouver une table près de l'aire de jeu pendant qu'il faisait la queue pour la pizza. Lily vibrait pratiquement sur sa chaise, fixant déjà la piscine à balles, quand ce type est venu directement vers nous. Il ressemblait à tous les autres gars de Chuck E. Cheese, portant le t-shirt d'employé, mais quelque chose dans son sourire me mettait mal à l'aise. « Hé, les enfants, vous voulez voir des tours de magie ?» a-t-il dit, s'installant sur une chaise sans même demander. Le visage de Lily s'est illuminé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il faisait déjà ce vieux truc de pièce derrière l'oreille. Il a continué, montrant ses tours minables, mais quelque chose clochait. Son sourire ne changeait jamais, même quand il parlait, et il regardait sans cesse vers l'entrée comme s'il vérifiait si quelqu'un l'observait. J'ai de bien meilleurs tours dans ma voiture, plus des bonbons spéciaux réservés aux employés. Tu veux venir? Toutes les alarmes dans ma tête se sont déclenchées. Je lui ai dit qu'on était bien ici, mais il a continué d'insister. C'est juste dehors, garé près du... Si tu ne nous laisses pas tranquilles, je vais chercher mon père. J'ai parlé assez fort pour attirer l'attention. Son sourire amical a disparu et ses yeux sont devenus froids. Un instant, j'ai cru qu'il allait m'attaquer, mais il s'est levé et est simplement parti. Papa est arrivé quelques minutes plus tard avec notre numéro pour la pizza. Puis, Lily a dit qu'elle voulait aller aux toilettes et papa m'a demandé de l'accompagner. Les toilettes des femmes étaient au bout d'un court couloir, loin de tout le monde. « Je t'attends ici. Ne parle à personne et reviens directement. » J'ai 8 ans, pas un bébé. Elle a levé les yeux au ciel et est entrée. Je me suis adossé au mur et j'ai sorti mon téléphone. 1 minute est passée, puis une autre. Quand 5 minutes entières se sont écoulées et que Lily n'était toujours pas revenue, je suis monté et j'ai frappé à la porte. Lily, j'ai frappé à nouveau. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai poussé la porte et j'ai failli me figer de terreur. Ce type louche tenait le poignet de Lily d'une main tandis que l'autre lui couvrait la bouche. Les yeux de Lily étaient grands ouverts et complètement terrifiés. Elle pleurait fort, mais tous ses cris et sanglots étaient étouffés par sa grande paume. « Hé, lâche-la !» ai-je crié en me jetant sur lui. Il était bien plus grand que moi, mais tout ce que je voyais, c'était les yeux de Lily remplis de terreur. Je me suis jeté contre lui, essayant de lui faire lâcher ma petite sœur. Il m'a poussé et je suis tombé lourdement, heurtant le carrelage, une douleur vive traversant mon coude. J'ai crié et tenté de me relever, mais je n'y arrivais pas. Soudain, mes yeux se sont posés sur ses chaussures. Il portait des baskets ordinaires avec de longs lacets, et j'ai eu une idée. Il était trop concentré sur Lily et la porte pour remarquer que j'attrapais ses 2 lacets. J'ai vite attaché ses lacets pendant qu'il essayait d'empêcher Lily de s'échapper. C'est alors que la porte s'est ouverte et une femme avec sa fille est entrée. « Au secours! Il essaie d'enlever ma sœur! Appelez mon père !» ai-je crié par terre. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Elle fit demi-tour et s'enfuit. Le type savait qu'il était fichu. Il lâcha Lily et tenta de fuir par la porte arrière, mais dès son premier pas, ses lacets noués le firent tomber. Il chuta si fort que sa tête rebondit sur le carrelage. J'ai bondi et tiré Lily derrière moi. L'homme tentait de se relever, bataillant avec ses chaussures et jurant. À cet instant, papa a surgi par la porte avec 3 employés de Chuck E. Cheese et un agent de sécurité juste derrière lui. Le garde a attrapé le type avant qu'il ne puisse défaire ses lacets. Il se débattait, criant que c'était un malentendu, qu'il travaillait là, mais les employés niaient l'avoir jamais vu. Il avait volé cette chemise dans le casier de quelqu'un à l'arrière. Les flics sont arrivés rapidement. Ils l'ont emmené menotté pendant qu'il hurlait à propos de ses droits. Un des policiers nous a interrogés séparément, moi, Lily et papa. Je lui ai tout raconté. Il s'avère qu'on n'était pas les premiers. Le type avait ciblé différents Chuck E. Cheese dans plusieurs États, faisant exactement la même chose. La réaction rapide de ton fils a sauvé la vie de sa sœur. Ce truc avec le lacet a gagné juste assez de temps pour qu'on arrive. Ça aurait pu finir bien pire, a dit l'officier à papa. Papa nous a serrés si fort que j'arrivais à peine à respirer. Il n'a rien dit. Il nous tenait juste pendant que ses épaules tremblaient. J'ai réalisé qu'il pleurait. Je n'avais jamais vu mon père pleurer avant. Sur le chemin du retour, Lily s'est assise près de moi et m'a tenu la main. Elle ne l'avait pas lâchée depuis notre départ. Par son « merci de m'avoir sauvé », sa voix était si petite que ça me faisait mal à la poitrine. J'avais vraiment peur. Je sais,
J'avais peur aussi. Mais tu es quand même venu m'aider, bien sûr que oui. Tu es ma petite sœur. Je me battrai pour toi contre n'importe qui, même s'ils sont bien plus grands que moi. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Tu es le meilleur grand frère du monde. Papa nous a regardés dans le rétroviseur et je voyais que ses yeux étaient encore humides. Lily a 9 ans maintenant, mais elle refuse toujours d'aller seule aux toilettes publiques. Et parfois, elle fait des cauchemars à propos de cette nuit-là. Mais elle sait aussi que son grand frère sera toujours là pour veiller sur elle. Et je le ferai, quoi qu'il arrive. Parce que c'est ça, être un grand frère. Protéger nos petites sœurs à tout prix. C'est drôle comme le désespoir nous pousse à accepter n'importe quoi, même le pire. Quand je suis sorti de prison après 7 ans, j'ai senti que le monde avait continué sans moi. Je ne pouvais en vouloir à personne. Mon identité était souillée, associée au vol, au vandalisme et au crime. Mon seul luxe restant était ma vieille guimbarde et des sandwichs à la saucisse. Alors, quand j'ai vu l'annonce pour un poste de femme de ménage à la Villa Caroline, je n'ai pas hésité. Fini les boulots minables à temps partiel chez Hooters. Fini les ivrognes qui me traitaient comme une moins que rien. Je voulais juste quelque chose pour ne pas finir à la rue. L'entretien était troublant. Caroline, la dame de la maison, était une veuve de 75 ans. Dès que je l'ai vue, quelque chose semblait anormal. Son sourire s'étirait trop, comme s'il n'appartenait pas à son visage. Ses yeux s'agitaient partout, sauvages et nerveux. Puis, sans prévenir, elle a laissé échapper un petit rire inquiétant qui m'a glacé le sang. J'ai vu ses lèvres bouger, murmurant pour elle-même. Trop bas pour comprendre. Mon instinct me criait de partir, mais j'avais besoin de ce travail. Il n'y a pas grand-chose à faire, juste nettoyer et s'occuper de mon fils, Judas, dit-elle, les yeux écarquillés. Il est au repos. Ma fille, Dahlia, préfère rester seule. Le rire de Caroline emplit la pièce, un son aigu et sinistre qui me donna la chair de poule. Dahlia est une bonne fille. Silencieuse, par contre. Elle ne parle guère, elle fixe juste. Malgré l'ambiance bizarre, j'ai pris le poste. Que pouvais-je faire d'autre? Dormir dans ma voiture à jamais. J'ai emballé mes quelques affaires et emménagé le lendemain matin. La maison était immense, mais pas de façon grandiose ou chaleureuse. Non, elle était sombre et moisie. Chaque recoin semblait cacher quelqu'un prêt à bondir. Caroline m'a montré ma chambre au grenier. « Tu commences demain », dit Caroline, souriante encore. Une seule règle. Ne sors jamais de ta chambre après minuit. La porte du grenier claqua derrière elle, me laissant seule avec mes pensées. Ces mots me hantaient alors que je m'allongeais. Je n'ai pas bien dormi. Le bruit du vent raclant contre les vieilles fenêtres, mêlé à un faible murmure venant d'en bas, me gardait sur le qui-vive. Au matin, je regrettais déjà ma décision. Ignorant tout, j'ai commencé à nettoyer. La maison était un désastre. Caroline et Dahlia vivaient comme si elles avaient 5 vies. La saleté touchait le plafond. Des serviettes sales partout, des assiettes incrustées de vieux aliments. La salle de bain était une horreur à elle seule, mais mon cauchemar était la chambre de Judas. Il était dans le coma, avait-elle dit. Alors en entrant, je ne m'attendais pas à ce que l'odeur d'eau de Javel me brûle le nez. Sa chambre était impeccable, comme une chambre d'hôpital, mais l'air était chargé de produits chimiques. Judas gisait immobile sur le lit, pâle et maladif. Un instant, j'aurais juré qu'il ne respirait plus, mais le bip du moniteur cardiaque m'a rassuré. À la tombée de la nuit, j'étais épuisé et me suis évanoui dès que je suis tombé sur le lit. Il devait être environ 1h du matin quand c'est arrivé. Un cri perçant m'a projeté hors du lit. Mon cœur a failli sortir de ma bouche quand les cris ont retenti, perçants et désespérés. Sans réfléchir, j'ai saisi ma lampe et dévalé l'escalier. Mes pas se sont arrêtés devant la chambre de Judas. La porte était entr'ouverte et le lit, son lit était vide. Le moniteur cardiaque était éteint, les draps froissés, mais aucune trace de Judas. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Aurait-il pu se réveiller? Quelqu'un dans le coma peut-il juste se lever? Un chant guttural résonna depuis le sous-sol. Mes pieds bougeaient seuls, m'entraînant vers ce son. J'aurais dû faire demi-tour. J'aurais dû fuir cette maison sans jamais revenir, mais impossible. Mes jambes avaient leur propre volonté. Je descendis l'escalier, un pas lent après l'autre, jusqu'à la porte du sous-sol. Elle était entr'ouverte. Une lueur orange inquiétante vacillait à l'intérieur. La scène m'a pétrifié sur place. Caroline était penchée sur une planche, ses mains au-dessus du corps inerte de Judas. Le type n'était pas dans le coma. Il était mort.
peau grise, lèvres creuses, yeux mi-clos. Ce n'était pas Judas, mais son cadavre. Et à côté de Caroline, Dahlia tremblait comme une feuille. Ses yeux étaient écarquillés de terreur. « Qu'est-ce que tu fous ?» ai-je crié, sans savoir que ce serait ma pire erreur. La tête de Caroline se releva d'un coup, les yeux hagards. Cette femme était possédée. « Tais-toi, je le ramène !» hurla-t-elle. Puis, j'ai été projeté en arrière, m'écrasant contre une étagère quand Caroline a serré mon cou. Des points blancs dansaient devant mes yeux, mais juste avant de perdre conscience, Dahlia frappa sa mère avec un chandelier. Caroline s'effondra, inconsciente. J'ai essayé de l'arrêter. Judas est mort il y a 5 jours. Il est tombé dans les escaliers. Mais maman, elle refusait de l'accepter. La bile me monta à la gorge quand j'ai compris. L'odeur, la javel, les produits chimiques, tout s'expliquait maintenant. Caroline s'accrochait à son fils. On a appelé les flics tout de suite, mais j'étais déjà parti avant leur arrivée. Je n'ai pas attendu d'explications, je ne voulais pas les entendre. En partant, les yeux fixés sur le rétro, je m'attendais à voir le visage fou de Caroline me sourire, mais il n'y avait que l'obscurité. Je pouvais fuir cette maison, mais jamais échapper à son terrible souvenir. Je n'avais pas vu Mattie depuis presque 3 ans quand elle m'a envoyé un message pour qu'on se retrouve. On était inséparables au lycée jusqu'à ce que la vie nous sépare. Elle a proposé Chuck E. Cheese de tous les endroits. Elle a dit que ce serait nostalgique. Je suis arrivé la première et j'ai trouvé une table au fond. Mattie est entrée environ 10 minutes plus tard, comme sortie d'un défilé avec un énorme diamant au doigt qui captait la lumière à chaque mouvement de ses mains. On a commandé une pizza et commencé à discuter, mais j'ai vite remarqué que la conversation revenait sans cesse à Ricky, son fiancé. Ricky possède 3 concessions automobiles. Nous échangeons nos vœux en juin, dit-elle en jouant avec sa bague. C'est incroyable, tu dois être aux anges. Aux anges, je suis tranquille pour la vie. Ricky est plein aux as et adore me gâter. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a dérangé. Mais es-tu vraiment amoureuse de lui? Ai-je demandé. Le sourire de Mattie a vacillé juste un instant. Bien sûr que je le suis. Avant que je puisse protester, un employé est passé devant nous portant un plateau chargé de vaisselle sale. Les yeux de Mattie l'ont suivi, puis se sont écarquillés. « Mon Dieu, c'est toi, Nathan !» Elle a crié assez fort pour faire tourner les têtes aux tables voisines. Le gars s'est arrêté net. J'ai reconnu immédiatement Nathan, son ex du lycée pendant 2 ans, que Mattie avait largué juste avant la remise des diplômes. « Salut, Mattie !» Nathan a souri timidement. « Sympa de te revoir après si longtemps chez Chuck E. Cheese. Ça paye les factures. » Il a haussé les épaules. « Évidemment. Mais que sont devenues tes idées de start-ups et tes rêves de yacht? » « Ma mère est tombée malade, » a répondu Nathan. « J'ai dû rester à la maison pour m'occuper d'elle. » « Oh, comme c'est noble !» Mattie l'a raillé, puis lui a montré son énorme bague de fiançailles. « Tu vois ça? Voilà à quoi ressemble ma vie maintenant. Je vais épouser Ricky Crawford. » Tu en as sûrement entendu parler. Crawford Auto Group. Mattie, arrête. J'ai essayé d'intervenir, gêné pour eux deux. Tu sais quelle est la différence entre toi et Ricky, Nathan? Lui, c'est un gagnant, alors que toi, t'es encore là à essuyer des tables. Nathan l'a regardé un instant, puis a simplement hoché la tête et s'est éloigné. « Oh mon Dieu, ça fait du bien !» dit Mattie en se calant dans la banquette. « J'arrive pas à croire que j'ai gâché 2 ans entiers avec ce minable. C'était cruel, » ai-je répondu sèchement. « Oh, allez, vis, je suis juste honnête. » Avant que je puisse lui dire ce que je pensais de son honnêteté, la porte d'entrée s'est ouverte violemment et 2 types masqués ont surgi, agitant des armes. Tout le monde s'est mis à hurler immédiatement. « Tout le monde à terre !» L'un d'eux a tiré au plafond et d'un coup, tout est devenu silencieux, sauf quelques enfants qui sanglotaient. Mattie m'a agrippé le bras pendant qu'un des braqueurs passait derrière le comptoir et forçait le gérant à vider la caisse. L'autre a commencé à circuler entre les tables, exigeant portefeuille, téléphone et bijoux. Quand il est arrivé à notre table, il a pointé son arme droit sur Mattie. « La bague! Donne-la-moi! » L'autre main de Mattie s'éleva pour la protéger. « Non, c'est la mienne! Mon fiancé me l'a offerte! » Le type l'a saisie par les cheveux et lui a tiré la tête en arrière violemment. Mattie a crié, mais il l'a fait taire d'une gifle brutale. Elle est tombée sur le côté dans la banquette.
Arrêtez! A crié Nathan en s'approchant de nous, les mains levées. Laissez-la tranquille! Prenez juste l'argent et partez! Nathan, non. Recule, mec! Je vais tirer! Le braqueur a pointé l'arme vers lui. Elle a peur, a dit Nathan, s'approchant encore. Laissez-lui garder la bague. Ça n'a aucune valeur pour vous. Tu plaisantes? Ça vaut des milliers. Recule! Nathan a regardé Matty, qui sanglotait, tenant toujours son visage là où elle avait été frappée, puis le braqueur. Prenez ceci à la place. Laissez-la tranquille, a dit Nathan, retirant sa montre. Ce n'était rien de spécial, valant probablement 50 €. Le braqueur a carrément ri à cette proposition. C'est un tas de ferraille. Toi, la fille, donne-moi la bague. Il tendit la main vers Matty, mais Nathan bondit, saisissant le bras du type. Ils commencèrent à lutter, l'arme s'agitant entre eux. D'autres personnes criaient maintenant, se précipitant vers les sorties. Le deuxième tireur hurlait quelque chose que je ne pouvais comprendre dans tout ce chaos. Soudain, les coups de feu ont éclaté. Nathan a reculé en chancelant. Sa main s'est portée à sa poitrine. Le sang commença à imbiber sa chemise. « Nathan !» hurla Matty. Il s'effondra. Les hommes armés se sont enfuis en courant. Je me suis agenouillé près de Nathan et j'ai pressé mes mains sur la blessure, même si je voyais déjà que c'était grave. « Quelqu'un appelle les secours !» criai-je. Les yeux de Nathan cherchèrent Matty. Elle était au sol près de lui, sanglotant, ses mains flottant au-dessus comme si elle voulait aider mais ne savait pas comment. « Je suis désolé », murmura Nathan. Sa respiration devenait superficielle. « Je regrette de n'avoir pas pu... » Nathan s'étouffa avant que ses yeux ne se ferment. Les ambulanciers sont arrivés peut-être 3 minutes plus tard, mais personne ne pouvait rien faire. Ils l'ont déclaré mort là, sur le sol du Chuck E. Cheese, entouré de jeux d'arcade et de décorations d'anniversaire. Les flics ont pris les témoignages de tout le monde. Ils ont attrapé les tireurs quelques heures plus tard alors qu'ils tentaient de quitter l'État. Matty était assise à l'arrière de l'ambulance, une couverture sur les épaules, fixant le vide. Je me suis assis à côté d'elle et nous sommes restés silencieux longtemps. Puis Matty s'est complètement effondrée. « Je suis horrible, vie. » Elle baissa les yeux vers sa bague de fiançailles, ce diamant massif que Nathan était mort en protégeant. Lentement, elle l'enleva de son doigt et le fixa du regard. « J'ai perdu un diamant en courant après l'or. » Elle sanglota. Matty n'a jamais épousé Ricky. Elle a rompu les fiançailles 2 jours après l'enterrement de Nathan. Elle ne pouvait pas épouser quelqu'un qu'elle n'aimait pas vraiment, pas après avoir vu l'amour véritable. Elle visite la tombe de Nathan chaque semaine maintenant, mais rien ne peut le ramener.